On va commencer. Alors, ceux et celles qui sont debout, peut-être, je ne sais pas, il reste quelques places un peu éparpillées. C'est sûr qu'elle est confortable, l'escalier aussi, de chaque côté, là, je m'excuse. Mais je ne m'excuse pas, je suis très contente en même temps de voir qu'il y a autant de personnes qui se sont mobilisées. Alors, c'est la conférence avec M. Stéphane Allary, qui est journaliste au Journal de Montréal depuis déjà 13 ans. Il s'occupe présentement, il travaille dans une équipe polyvalente, où il fait des dossiers, des enquêtes, il va lui-même vous expliquer. Il y a plusieurs chroniques qu'il a fait. Il a fait cette fameuse chronique 7 jours dans la peau d'un noir, aujourd'hui d'ailleurs, qui est le thème de notre conférence. Il a également fait un reportage sur Haïti, le Salvador, et peut-être qu'il y en a également qui ont connu la fameuse nouvelle comme quoi M. Chevrette avait été arrêté sur l'autoroute pour haute vitesse. Alors, c'est lui le responsable de cette dénonciation, journaliste d'enquête et de dénonciation. Alors, ce que je vais vous demander, c'est que M. Stéphane Allary va vous expliquer par des diapositives comment il a procédé. Il va vous expliquer également le pourquoi de cette démarche-là. Ce que je vous demanderais, c'est il y a une période de questions après, d'accord? Donc, peut-être de mettre par écrit les questions que vous seriez sûrement intéressé de lui poser, mais d'attendre après son exposé. Et il y aura vraiment toute la période. Et pour que tout le monde comprenne vos questions, si vous pouviez vous lever puis parler fort, et que tout le monde écoute les questions également. Vous remarquez également qu'on est très nombreux, donc je vous prierai d'être plus silencieux, de porter attention, et également de ne pas vous lever jusqu'à la fin de la conférence, par décor. Alors, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite vraiment une belle conférence. Alors, je vous laisse la parole à M. Stéphane Allary. Merci. Ça va, Nico? Bonjour. Peut-être d'abord, en commençant, vous expliquer. Je vais monter. Excusez-moi. Alors, d'abord, je vais préciser que je ne suis pas un spécialiste des conférences. Je suis plus habitué d'être dans la salle à poser des questions qu'en avant et y répondre. Alors, comme disait Mme Otis, au Journal de Montréal, je fais partie d'une équipe qu'on appelle de journalistes polyvalents. C'est-à-dire qu'on n'a pas de champ de couverture défini. On cherche des idées constamment. Et une des façons de faire, on fait souvent ce qu'on appelle des brainstorming. C'est pas vraiment une bonne manière de franciser ça. Peut-être qu'il y a des gens qui disent une tempête d'idées, mais pas. Alors, un an avant la publication du reportage, 7 jours dans la peau d'un noir, lors d'une rencontre comme ça, on cherchait des idées. On cherchait des reportages qui auraient un certain impact. Et à l'époque, c'était un an après les attentats du 11 septembre. Et ce qu'on avait souvent dans les médias à ce moment-là, c'est qu'il y avait une montée du racisme et de la discrimination envers les gens de descendance arabe. Alors nous, en cours de discussion, on s'est demandé, ça nous a inspiré la question suivante: qu'en est-il des gens de la communauté noire ici? Alors, d'une manifestation de racisme, on a prolongé notre discussion, puis à la suite d'une série d'échanges, on s'est demandé quelle était la situation chez nous. Et comme il y a une forte proportion de gens issus des minorités visibles dans la région de Montréal, on a décidé de se pencher là-dessus. Alors, comme je disais, on voulait faire quelque chose de différent. Aborder le racisme, la discrimination, la xénophobie, il y a plusieurs façons d'aborder ça. La façon classique, c'est de demander à des gens qui en sont victimes de témoigner. Nous, on a voulu faire un comparatif. Alors, l'idée, c'était de faire une comparaison. On s'est dit, on va faire vivre les mêmes événements à la même personne, mais une fois en blanc et une fois en noir, et on va tirer les conclusions s'il y en a à tirer. On a cru que utiliser le stratagème de la personnification permettrait de faire un reportage qui aurait plus d'impact et qui provoquerait plus de discussion, de prise de conscience. Il y a beaucoup de gens peut-être qui ont déjà entendu parler du livre Black Like Me. C'est un sociologue qui a fait la même démarche aux États-Unis dans les années 59, dans le sud des États-Unis, à une époque où le racisme, il y a un endroit où le racisme est beaucoup plus prévalent qu'ici, ça c'est évident. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si c'est ça qui nous avait donné l'idée. Non, mais c'est un livre qui nous a servi par la suite dans la façon de traiter les informations qu'on ramasserait. Alors, du moment qu'on a eu l'idée, il y avait un défi incroyable à relever, un défi technique, c'est-à-dire transformer
personne de race blanche en personne de race noire. Et ça devait absolument être parfait. Parce que lorsqu'on on serait sur le terrain et qu'on amasserait des réactions, des informations, on devait être certain que ce n'était pas le maquillage qui provoquerait des réactions, mais bien la différence, le fait que le personnage avait la peau noire. Et évidemment, lorsqu'on fait des comparaisons, là, on va sûrement le voir par les photos, c'était toujours avec le même type de liage et c'était tout le temps moi, toujours la même personne, même gabarit. Alors, évidemment, on tentait de contrôler les paramètres le plus possible pour que la seule distorsion, la seule différence soit la couleur de la peau. Alors à ce moment-là, quand on a commencé le projet, on devait trouver un maquilleur, quelqu'un qui serait capable de réaliser ce tour de force-là et qui était aussi désireux de s'embarquer dans un projet controversé. On en voit des trucs du genre au cinéma, mais au cinéma, on sait où est la caméra, on sait de quel angle. Si ça ne fonctionne pas, si ça paraît, on fait la prise. Sur le terrain, en train de capter des réactions, de tester des situations, il n'y avait pas de place à l'erreur. Alors, c'est pour ça que dès le départ, il y a eu un long processus de préparation technique, puis ensuite d'information. Alors, une fois que j'ai trouvé le maquilleur, qui est un jeune de 23 ans, qui s'appelle François Gauthier, qui travaille dans le domaine des effets spéciaux pour le cinéma, on s'est mis à l'ouvrage. Juste préciser là, que le projet, là, entre le début et la publication, il y a 1 an de travail. Pas nécessairement à temps plein, mais il y a 1 an de préparatifs, de recherche et de travail sur le terrain. Alors, d'abord, avec le maquilleur, on a créé un personnage qui devait, puisque ce serait moi qui ferais le personnage blanc, le personnage noir devait avoir à peu près les mêmes caractéristiques que moi, donc à peu près dans la mi-trentaine et ainsi de suite. Alors, on a fait de l'observation, on a tenté d'amasser des informations pour fixer comment on ferait les comparatifs, qui serait le personnage qu'on utiliserait. Et ensuite, peut-être qu'on en a vu au départ, là derrière, ça a été le début du travail pour fabriquer des prothèses. Alors, pour faire la transformation, on a dû utiliser des prothèses. Alors, il y a eu une prise d'empreinte buccale pour pouvoir fabriquer des prothèses qui seraient apposées sur mes gencives, qui seraient collées sur mes gencives pour accentuer la forme de mes lèvres. Ensuite de ça, il y a eu une prothèse pour mon nez. Tout ça, c'est en gélatine. Mais ça, à chaque fois qu'il y avait une prothèse à faire comme ça, c'était une nouvelle prise d'empreinte, c'était des tests. Alors, pour le nez, par exemple, et pour la lèvre supérieure, les 2 prothèses que j'avais appliquées sur le visage, j'ai dû faire prendre l'empreinte de mon visage. On l'a vu à un moment donné sur les photos, on le voit, j'ai une boue bleue, un genre de boue bleue sur le visage. Alors, on a fait un masque de mon visage sur lequel le maquilleur a par la suite sculpté les prothèses qui allaient changer ma physionomie. Et ça a demandé des semaines de travail pour le maquilleur, d'arriver à la précision et la justesse de ce qu'il avait dessiné, parce qu'auparavant, il avait fait des dessins, des tracés. Et ensuite, une fois les prothèses faites, il y avait des ajustements, il y avait des tests d'ajustement, il y avait des tests de coloration pour arriver à une bonne façon, que ça soit crédible tout le temps. Et pour ça, le maquilleur est allé rencontrer des gens de race noire. Il leur a demandé la permission de prendre leurs photos pour avoir des exemples de coloration diverses. Et il a fait des tests en atelier sur moi, et ainsi de suite. Après, on a à peu près 10-12 semaines comme ça de travail, de préparatifs pour le maquillage, on était prêt à faire des tests. Il fallait, comme je vous disais au début, il fallait absolument que ce soit parfait. Alors, on a fait des tests pour pour vérifier la crédibilité du maquillage. Et qui de mieux pour tester ce maquillage-là que mes collègues de travail et mon patron qui payait la facture. Alors, une journée, je me suis présenté au journal complètement maquillé et j'ai demandé à voir le patron. Alors, je me suis adressé à la téléphoniste à l'entrée qui accueille les gens. Elle ne m'a pas reconnu. Par coïncidence, il y a mon collègue de bureau, celui qui est assis à côté de moi depuis 5 ans, avec qui je parle tous les jours au bureau, qui a passé dans le corridor à ce moment-là. J'ai dit « Bonjour, M. Beauvais ». Et lui, tout content de me saluer. « Bonjour, monsieur, est-ce qu'on vous a répondu? » C'était assez cocasse, il ne s'en est jamais rendu compte. Et plus encore, j'ai fini par insister pour aller rencontrer le directeur d'information, qui était celui qui avait donné l'aval au projet, celui qui me soutenait, celui qui payait la facture, parce que le maquillage, au bout du compte, là, ça a coûté près de 5 000 $. En temps, en matériel, en investissement, uniquement pour le maquillage.
Et les prothèses, oui. En fait, tout ça, ça incluait tout le matériel, le temps du maquilleur, ça incluait pas mon salaire. Alors, effectivement, on a fini par rentrer voir le directeur d'information qui était en entrevue à ce moment-là. Et là, j'ai insisté pour lui parler, puis là, j'ai inventé une histoire sur le coup, comme quoi qu'il avait oublié notre rendez-vous, tout ça. Et lui, il était très occupé, il était en train de donner une entrevue à la caméra à ce moment-là, pour une vidéo corporative, et il a failli me mettre à la porte. Il a tombé dans le panneau complètement. Il se demandait comment j'avais pu atteindre son bureau sans qu'on l'avise, et ainsi de suite. Alors, celui-même qui était à la source de ce reportage-là ne m'avait pas reconnu. Le rédacteur en chef de l'époque, qui est plus là aujourd'hui, lui aussi, la veille, m'avait demandé, « Coudonc, ton projet, comment ça marche? » Je lui avais dit, la veille, quelques heures auparavant, « Oui, demain, on fait le test de maquillage au complet pour la première fois. » Même chose, je suis allé le voir, il ne m'a jamais reconnu. J'ai fait ça avec tous les cadres de la rédaction, tous mes collègues de la rédaction. Je leur ai joué des tours pendant 1 heure de temps dans la salle de rédaction. J'ai fait la même chose avec ma conjointe, avec mes parents. Avec ma conjointe, c'est assez cocasse parce que je suis allé la voir sur son lieu de travail, puis quand elle m'a vu, les genoux lui ont plié. Parce qu'elle ne pouvait pas me reconnaître, puis elle me scrutait, elle faisait le tour de moi pour essayer de reconnaître quelque chose de son mari, ça ne lui venait pas. En fait, elle m'a reconnu parce qu'elle avait remarqué, elle avait repassé la chemise que je portais cette journée-là la veille. Alors, elle m'a reconnu comme ça, parce qu'elle travaillait dans un grand magasin, il y avait beaucoup de gens, alors c'est comme ça qu'elle m'a reconnu. Mes parents, je me suis amusé à me faire passer pour quelqu'un qui voulait lui vendre un abonnement au Journal de Montréal. Alors, je suis allé sonner chez mes parents, mon père a répondu, je vais essayer de lui vendre un abonnement, puis il disait non, ça va, je n'ai pas besoin. Puis là, j'insistais, il dit écoutez, mon fils travaille au Journal de Montréal, je n'ai pas besoin, tout ça. Et là, il a fallu qu'à un moment donné, que je lui dise passez-moi. Alors, c'est une anecdote pour ma conjointe aussi, alors que lorsque j'étais maquillée, je lui disais tu m'embrasses pas. Et alors, elle ne voulait pas partir de ragot sur son lieu de travail, alors elle s'en est abstenue. Mais tout ça pour dire que j'ai croisé plein de gens qui me connaissaient intimement et qui jamais ne pouvaient me reconnaître. Avant même de commencer les expériences sur le terrain, aussi, on a fait des tests. Je me suis promené un après-midi de temps dans le métro, je suis allé dans plein de commerces. J'ai provoqué des rencontres avec des gens, provoqué des discussions. L'idée, c'était vraiment de tester. Et tout au long du reportage, tant pour les tests que lorsqu'on a fait le travail sur le terrain, ça n'est jamais arrivé où quelqu'un me dit « Coudonc, êtes-vous maquillé? » Ça ne s'est jamais produit. Alors, évidemment, ça, c'est l'enrobage. Ça, on avait la coquille du reportage, on savait que ça pouvait fonctionner, que ça pouvait nous amener à jouer le rôle qu'on voulait faire, mais il fallait aller chercher le contenu, parce que sinon, ça aurait été seulement un reportage sur une transformation. Alors, on devait ici, on ne peut pas partir à l'aveuglette non plus dans notre enquête, on devait définir des champs particuliers à explorer. Alors, parallèlement à la préparation du maquillage, j'ai aussi eu un travail assez long de recherche, de pré-recherche, je devrais dire. J'ai mené plusieurs entrevues avec des chercheurs universitaires, des spécialistes dans la défense des droits civiques, des organismes qui défendent les gens qui sont victimes de discrimination, et aussi des leaders de la communauté noire à Montréal. Ces gens-là me fournissaient un peu la matière première pour déterminer le parcours qu'on suivrait par la suite. Et ce sont aussi certains de ces gens-là qui se sont avérés des intervenants précieux par la suite. Parce que pour ceux qui ont regardé le reportage, qui ont lu le reportage, de manière que c'était bâti, il y avait une partie témoignage où je racontais mes expériences, mais il y avait aussi des commentaires de spécialistes, d'experts, qui pouvaient donner un éclairage, qui pouvaient expliquer les réactions, qui pouvaient expliquer quel phénomène ça illustrait. Alors, ces gens-là m'ont donné la matière première, justement, pour partir sur le terrain. Et il y avait 3 pistes à l'origine, 3 champs particuliers qui revenaient là, dans toutes les entrevues. Il y avait la situation du logement, qui est un classique, qui est encore aujourd'hui une des plus grandes sources de plaintes pour discrimination. Il y avait ce que j'ai appelé la sécurité, le domaine de la sécurité et le domaine économique. Alors, c'était les 3 champs avec lesquels on partait pour étudier, pour essayer de voir s'il y avait des différences de réaction entre la même personne, une fois en noir, une fois en blanc. Juste pour expliquer un peu, avant de prendre la rue, avant d'embarquer et de faire les tests comme tels,
Une journée normale de travail, lorsqu'on faisait ces tests-là, ces 7 journées-là, ça débutait à 4 heures du matin. Alors moi, je me levais à 4 heures du matin pour qu'à 5 heures, on puisse enclencher le processus de transformation. Apposer les prothèses, la coloration, le maquillage et tout, ça prenait 5 heures. À chaque fois, c'était 5 heures. Je devais passer 5 heures immobile sur une chaise, tandis que le maquilleur s'exécutait. Une chose à préciser, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais des prothèses dans la bouche, sur la lèvre supérieure, sur le nez. Alors, les journées qu'on passait sur le terrain, je ne pouvais pas manger. Et ces journées-là, je tenais habituellement de 4 heures le matin à minuit, 1 heure le soir. Parce que si ça prenait 5 heures mettre le maquillage, ça en prenait 2 heures le retirer. Avec des séances de frottage énergique. Alors, c'est ça. Moi, j'ai comparé ça à une séance de torture de 5 heures parce que je suis quelqu'un qui. Je porte un seul bijou, c'est mon anneau de mariage, j'ai pas rien dans le cou. Je déteste me faire toucher. Et là, pour vous donner une idée, la peinture, de la manière qu'elle était appliquée, c'était de la peinture mêlée à de la colle et c'était appliqué au airbrush. Alors, un petit jet d'air. Alors, imaginez qu'on avait dans les oreilles, dans le nez, autour des yeux, dans les cheveux. Alors, c'était assez pénible. Mais une fois que ça a été fait et qu'on embarquait sur la rue, là aussi, il y avait une autre logistique qui se mettait en branle. On était toujours une équipe de 4. Il y avait moi, j'avais le maquilleur qui me suivait constamment. Parce que, je le répète, l'importance, la finition du maquillage était tellement importante que lui me suivait constamment et faisait des retouches. À chaque fois que je sortais du véhicule pour entreprendre une expérience, il y avait toujours une séance de retouche. Et c'était constant, ça en était fatigant pour moi à un moment donné, mais le maquilleur était d'une minutie incroyable et heureusement d'ailleurs. Alors on était moi, le maquilleur, il y avait un photographe qui nous accompagnait pour documenter, puisqu'on ne savait jamais quelle réaction on allait avoir, il y avait toujours un photographe qui nous accompagnait pour documenter. Vous le voyez derrière, il y a plusieurs photos. Et j'avais aussi un collègue journaliste qui me suivait, qui conduisait le véhicule qu'on utilisait, la camionnette qu'on utilisait. Mais c'était aussi, lorsque je revenais de faire une expérience, lui, il captait tout de suite mes impressions, ce que j'avais remarqué. Alors, il prenait des notes. Et aussi, le journaliste qui m'accompagnait était très utile aussi pour faire ce qu'on appelait des contre-tests. Alors, si parfois il y avait une situation qui nous semblait curieuse, on pensait avoir eu une réaction particulière à cause que je personnifiais un noir, alors tout de suite, il allait faire le test en blanc. Tout de suite, pour voir, il allait faire la même chose en blanc pour voir si effectivement il y avait quelque chose de bizarre qui se passait. Par exemple, dans le logement. Lorsque, par exemple, j'avais une réponse curieuse, des commentaires curieux lorsque j'allais visiter un logement, lui, il s'arrangeait pour y aller une heure dans l'heure qui suivait pour essayer de voir s'il se faisait servir les mêmes scénarios. Alors, justement, le logement, ça, c'est un classique, comme je disais tout à l'heure. Il y a déjà une étude qui avait été faite par la Régie du logement il y a 20 ans, avec une étude de testing, parce que la personnification du noir-blanc, dans le jargon, on appelle ça du testing, vous appelez ça en parlant aux chercheurs universitaires. Et il y avait un truc du genre qui avait été fait une vingtaine d'années par la Régie du logement, qui avait montré à l'époque que 30% des ménages de race noire étaient victimes de discrimination lorsqu'ils recherchaient un logement. Moi, je dirais qu'en général, du côté du logement, les réactions ont été plutôt bonnes. C'est là qu'on pensait avoir le plus noter le plus d'anicroches, le plus de phénomènes curieux. Et au contraire, ça a été plutôt bien. En fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'on ne dit plus ouvertement « c'est loué » quand ça ne l'est plus. C'est rendu beaucoup plus subtil que ça. Par exemple, je disais qu'on était bien traités, j'ai toujours en tête qu'il y a sur une des photos, vous allez m'apercevoir à un moment donné avec un propriétaire, c'est un certain M. Wilson, et lui, il n'a jamais voulu me laisser partir après la visite du logement sans que je prépare, que je fasse une demande formelle de location. Il était un type super sympathique, il voulait absolument me louer son logement. Alors, ça je dis que ça a été plutôt bon la majorité du temps. Mais le bémol, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je rencontrais des propriétaires, on ne me disait pas c'est loué. Mais on insistait beaucoup plus sur le fait qu'on allait faire une enquête exhaustive de crédit. On posait beaucoup plus de questions sur qui allait occuper le logement, sur mon travail.
On était beaucoup plus insistant dans les questions lorsque j'allais en noir que lorsque j'allais en blanc ou lorsqu'un collègue allait en blanc. Elle habitait sous les logements Sudou à Montréal. Des fois, on n'avait pas le temps d'attendre une autre journée. Alors, on allait souvent, c'est un collègue qui allait en blanc. Et il y avait des mises en garde qui étaient tout à fait inappropriées. Par exemple, une fois dans un logement, j'explique au monsieur que j'ai un bon travail, et ainsi de suite. Et il pense nécessaire à ce moment-là de me préciser, si je ne veux pas de trou dans mon mur, je viens juste de rénover. Alors, il y avait parfois encore on ne nous a pas si loué, mais il y avait parfois des petits commentaires là, qui laissaient poindre une certaine méfiance. Un autre champ qu'on a étudié, c'est le travail. Alors, pour tester ça, évidemment, j'ai présenté des demandes d'emploi à 6 endroits, en s'inspirant des petites annonces dans les journaux. Je dirais que sur les 6 endroits qu'on a visités, il y a un endroit où j'ai été rappelé pour une entrevue. Il y en a 4 où ça a été correct ou tout simplement indifférent, où on me remettait un formulaire que je remplissais et pour lequel je n'avais jamais une nouvelle. Et il y a un endroit où, assez curieusement, lorsque c'est un commerce au détail, lorsque je me suis présenté et que j'ai dit que je voulais remettre une demande d'emploi, on m'a dit c'est complet. C'est complet. Alors, bon, ça peut être vrai. Mais lorsque je suis ressorti, évidemment, j'ai demandé à mon collègue, j'avais remarqué qu'on avait pris du bout des doigts mon CV, et ainsi de suite. Alors, j'ai demandé à mon collègue d'aller faire le test. Alors, il est rentré, et mon collègue, Fabrice de Pierrebourg, il a ma grandeur, il a mon âge. Seule différence, c'est un Français d'origine, donc il y a un accent. Et un type classique, bien ordinaire. Il rentre et du coup, donc, j'ai entendu que vous cherchiez peut-être des gens, est-ce qu'il est trop tard pour vous remettre mon CV, et ainsi de suite. Et là, la même dame qui m'avait dit c'est complet. Mais non, monsieur, on a toujours besoin de monde. Et là, elle revenez cet après-midi nous porter votre CV, et ainsi de suite. Et très souriante, très empathique. Alors là, on venait de me dire que c'était complet, et à lui, 10 minutes plus tard, on disait qu'il n'y avait pas de problème, qu'on était toujours à la recherche de candidats. C'est un travail à temps partiel, au salaire minimum, ça peut sembler banal, mais là où ça se recoupait dans ce que les chercheurs ou les spécialistes m'avaient déjà raconté, c'était la difficulté des gens des minorités visibles de percer le marché du travail, ce dont on n'est pas souvent conscient. Un exemple, il y a une étude qui a été faite par un professeur de l'Université McGill qui montre que le taux de chômage chez les universitaires noirs se compare à celui des décrocheurs blancs à Montréal. Alors, c'est une façon d'illustrer pour nous, ça a été une façon d'illustrer l'épisode du commerce de détail, cette réalité-là qui nous est souvent inconnue. Un autre truc que moi j'ai classé dans la section de la discrimination économique, ça c'est un flash que j'ai eu, qu'on a tenté de faire. Je me suis procuré un appareil vidéo, un banal appareil vidéo dans un pawn shop, ce qu'on appelle un pawn shop, une boutique de prêt sur gage. Je l'ai payé 50$. Et là on s'est dit, on va vérifier, voir combien on va m'en donner. Alors je suis allé, lorsque j'étais maquillé en noir, j'ai visité 3 boutiques. En noir, on m'en donnait 10. Le maximum qu'on va faire, c'est 15$. Bon, à l'origine, on se demandait s'il y avait quelque chose à tirer de ça. On a laissé passer un certain temps. 2 semaines plus tard, je suis retourné visiter les mêmes commerces, habillés de la même façon, avec le même appareil, toujours le même. Et là, curieusement, on m'en offrait 25. J'étais blanc, on m'en offrait 25. Les universitaires que j'avais consultés expliquaient cette situation-là par le fait qu'il y a un préjugé qui est tenace, qui veut que la possession d'un bien, le bien d'un noir ait moins de valeur parce qu'on présume qu'il était moins bien entretenu. C'est tout à fait ridicule. Et encore là, ça peut sembler banal quand l'exemple est un appareil vidéo, mais lorsque ça s'applique à une maison unifamiliale et que le même principe s'applique, c'est tout le patrimoine familial d'un ménage qui est affecté par ça. Et il y a eu des études universitaires là-dessus aussi auprès de courtiers en immobilier qui ont montré que ce préjugé-là est ancré au sein même de la profession des courtiers immobiliers. Et qu'eux-mêmes, d'ailleurs, lorsqu'il y a un ménage issu des minorités
minorité visible va contacter un courtier immobilier à la recherche d'une maison, ils vont les diriger vers certains quartiers d'emblée. Ils vont essayer de les amener vers certains quartiers. Dans le domaine de la sécurité, ce qu'on appelle la sécurité, on nous avait mentionné que les problèmes qui revenaient souvent, qui étaient souvent mentionnés lors des plaintes, c'était, par exemple, des interpellations arbitraires par la police et tout le phénomène de la surveillance envers spécifiquement les jeunes hommes de race noire. Nous, la façon de tester ça, on est allé dans plusieurs commerces au centre-ville, un peu partout, et toujours avec le même pattern. J'allais à une reprise avec un sac en bandoulière parce que j'étais maquillé en noir, et je refaisais le même circuit dans les mêmes commerces en blanc, habillé de la même façon, avec le même sac en bandoulière, et on comparait. Moi, je peux vous dire ce que j'ai constaté, c'est que c'est même pas subtil. C'est incroyable la surveillance indue qui m'était accordée lorsque j'allais sous mon maquillage. Dans un commerce très chic à Montréal, par exemple, à un moment donné, j'ai tourné le coin pour aller dans une allée. Et là, la commis qui était en train de discuter avec un collègue s'est mis à courir avec des gros pas pour venir observer ce que je faisais. Elle craignait manifestement que je glisse quelque chose dans mon sac. Mais c'était tellement pas subtil que mon collègue, qui me suivait toujours quand on faisait ces expériences-là, parce qu'on voulait toujours être deux pour avoir une meilleure vision, a éclaté de rire dans le magasin. C'était assez accablant de constater ça. Un autre exemple, pour montrer que c'est dans les commerces chics, c'était dans une boutique où il y avait des jeans à 275 $ la paire. Évidemment, quand je suis retourné en blanc, exactement le lendemain, habillé de la même façon, avec un même sac en bandoulière, on m'a complètement ignoré. Complètement. Mais c'est pas juste dans les boutiques haut de gamme qu'on a vécu ça, on est allé dans le dépanneur. Je vous disais tout à l'heure que lorsqu'on faisait nos journées, c'était très long, les journées, que ça se finissait très tard. Alors, une de nos routines, quand on finissait nos observations sur le terrain, on allait dans un dépanneur situé près de l'atelier de mon maquilleur et on achetait un 6-pack de bière. Alors, au terme de la première journée, je rentre au commerce, j'ai mon sac en bandoulière, je rentre dans le dépanneur et je m'en vais vers le frigidaire à bière qui est situé complètement à l'arrière du commerce. Et là, je me rends compte, et là, c'était même pas une observation qui était prévue dans notre parcours. Mais ça a été trop frappant, on l'a inclus. Alors, je rentre dans le frigidaire à bière, accroché à un 6-pack, et là, je me rends compte que le caissier, qui est seul dans le magasin, a abandonné sa caisse à l'avant du magasin, et qu'il a ouvert une des portes vitrées du frigidaire, et qu'il a fait semblant de placer des bouteilles, et qu'il les fait teinter l'une contre l'autre pour me faire savoir qu'il me regarde. Alors, je sors du frigidaire, j'approche la petite boîte de 6 bières, puis je vais à la caisse, je paye. Et là, après le démaquillage, cette journée-là, je suis retourné. Même sac. Et c'était l'appartement du dessus, en fait, c'était tout près. Même pattern, même caissier, pas de son dans le magasin. Il m'a laissé aller dans le frigidaire à bière, il ne m'a jamais suivi cette fois-là. Coïncidence, puisque c'était tout près de notre atelier, on a décidé de refaire l'expérience. Je suis retourné une seconde fois. Et là, avec un photographe, c'est pour ça qu'on a des photos, parce que la première fois, ça nous a pris par surprise, on ne s'attendait pas à ça. Exactement la même réaction la seconde fois. Le caissier, encore là, délaisse sa caisse, me suit, et cette fois-là, il est même encore moins subtil, il n'ouvre pas la porte vitrée du réfrigérateur, il me suit dans le frigidaire à bière. Carrément. Pour me demander ce que je cherche, ce que je veux. Alors, j'achète encore la petite caisse de bière. J'y retourne en blanc, même pattern. Complètement ignoré, laisse aller, et on ne me suit pas. C'est seulement au bout de la 3e visite, parce que là, c'était tellement cocasse qu'on le refaisait systématiquement. Au bout de la 3e visite, je ne me suis pas fait suivre. Et au contraire, quand je suis arrivé à la caisse, le monsieur, il m'a gratifié d'un beau bonjour, comment ça va, et ainsi de suite. Là, il m'avait identifié non plus comme une menace potentielle, mais comme un client, comme un bon client. Les commentaires que j'ai reçus des gens qui je demandais de m'expliquer cette réaction-là, me disaient que ça illustre que lorsque tu es blanc, pour beaucoup de gens, tu es d'emblée correct. Alors lorsque tu es un jeune noir, c'est encore pire. C'est le contraire. Il faut que tu prouves que tu es correct. Ça, c'est parce que tu présentes une menace.
En fait, tout ça revient à la méfiance. Un autre exemple de ce qu'on a observé, je suis allé faire du pouce. J'ai tenté de me faire embarquer sur le pouce sur une voie rapide sur la rive sud. Ça s'est fait à l'été, nos expériences se sont faites à l'été, alors une belle journée ensoleillée. Je suis allé en fin d'après-midi, début d'heure de pointe. Et là, je me suis installé en bordure de la route, tenté de faire du pouce. Je suis resté 1 heure sans que personne s'arrête. Au contraire, il y a quelques personnes qui m'ont lâché des petits cris, on s'est payé ma gueule, quelques coups de klaxon et ainsi de suite. Personne n'a même ralenti pour m'embarquer. On est retourné la semaine suivante, le même jour, à la même heure, exactement au même endroit. J'ai été habillé de la même façon, sauf que je n'avais pas mon maquillage, j'avais ma peau blanche. Ça a pris 6 minutes avant qu'un véhicule s'arrête pour m'embarquer. 6 minutes. Au premier conducteur qui s'est arrêté, j'ai fait semblant que je n'allais pas exactement dans la même direction que lui. Je l'ai remercié. Je me suis réinstallé. 10 minutes cette fois-là. Alors en 16 minutes, j'avais 2 véhicules qui s'étaient arrêtés pour m'embarquer exactement à la même place, à la même heure du jour, même jour de la semaine. Et là, une petite anecdote en passant, le second chauffeur, j'ai embarqué avec lui. Et, j'ai discuté avec lui, il est venu me reconduire au métro Longueuil, et en cours de route, je lui raconte qu'il y avait un type, un noir, qui avait fait du pouce aussi un peu auparavant, au même endroit, mais que personne ne l'avait embarqué, et puis finalement, il était parti en marchant, puis je lui demande toi, l'aurais-tu embarqué, tout ça? Alors, le gars me dit, bien sûr, moi, je suis pas raciste, il n'y a pas de problème, je l'aurais embarqué. Mais il dit pas les Arabes, par exemple. Et je ne pose même pas la question, c'est sorti comme ça. Ça, c'est un commentaire. Je ne suis pas raciste, mais c'est un commentaire classique. Tout ça pour m'amener à ce qui, moi, la dernière expérience dont je veux vous faire part, c'est celle qui m'a jeté à terre. Celle qui m'a troublé le plus, c'est dans un bar. J'aurais jamais cru que ça pouvait encore se produire, ça pouvait se produire au Québec en 2003, et je me suis fait carrément sortir d'un bar parce que j'étais noir. J'avais quelqu'un qui m'avait contacté au journal sans savoir que je travaillais sur ce reportage-là, sur cette enquête-là, et qui me racontait qu'on avait refusé de le servir. C'était assez étonnant, et c'était un type posé, un universitaire, une personne brillante, pas violente, pas menaçante, même si c'est un individu qui fait 6 pieds 8 et 300 livres. C'était un type doux, intelligent, c'est incroyable, et quand il me racontait l'histoire, il n'y avait aucune agressivité dans ce qu'il me contait. C'était finalement quelqu'un de complètement crédible à mes yeux. Alors, on a décidé de fouiller ça, et je lui ai demandé de m'accompagner un soir à ce fameux bar sur la rive sud à Longueuil. Et je vous raconte parce qu'encore aujourd'hui, j'ai de la misère à y croire. Alors, c'est un jeudi soir, le bar est pratiquement plein, on entre, on s'assoit à une table et on attend. Et on attend. Et on attend. Ça doit faire 10-15 minutes sans doute qu'on est dans le bar, à la table, et personne ne vient nous offrir quoi que ce soit. À un moment donné, c'est le boss boy qui vient nous voir. Il arrive, puis je peux vous le montrer parce que j'ai trouvé ça tellement condescendant de son attitude. On était assis face à face. Et là, il se met comme ça devant sa table et dit « Désolé les boys, les petites filles n'ont pas le droit de vous servir. » Les petites filles, c'est les serveuses pour lui. Alors, moi, j'engage la discussion avec lui. Et j'ai une enregistreuse. Alors, ils n'ont jamais nié par la suite. J'avais une enregistreuse sur moi avec un micro caché. Il me dit, les petites filles n'ont pas le droit de vous servir. Comment ça? Ben, ils n'ont pas le droit de vous servir, vous autres. Comment ça, nous autres? Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, pas vous autres, là, pas vous deux, là, mais vous autres, là, les races. Les races. Oui, vous autres, là, il dit, c'est le boss qui veut ça. Alors, j'ai essayé de savoir pourquoi, et apparemment, le propriétaire avait eu des troubles avec des membres de gangs de rue ou des gens qui l'associaient à des gangs de rue. Et pour ça, il avait décidé de barrer toutes les personnes de race noire. J'ai essayé de lui faire dire si ça s'appliquait à d'autres minorités ethniques. Il me disait oui, mais ça ne semblait pas clair. Mais en tout cas, pour les Noirs, c'était sûr qu'ils étaient barrés. Ils étaient barrés de ce bar-là. Et il n'y avait rien de rationnel là-dedans.
C'était assez incroyable parce que une coïncidence a voulu que lorsqu'on est sorti du bar, j'étais avec M. Diallo, la personne qui m'accompagnait, et on discutait de ce qu'on venait de vivre. Et le propriétaire du bar arrive, passe devant nous. Alors M. Diallo, qui avait déjà discuté avec lui, dit « Hey, je ne peux pas encore rentrer dans ton bar. » Et là, il a suivi une discussion, mais qui était irréelle, dans ce sens qu'on a essayé de faire entendre raison au propriétaire du bar, en lui disant que c'était incorrect. Et les arguments les plus brillants qui pouvaient nous servir souvent, c'était « Ouais, mais moi, je ne vais pas dans leur salon, pourquoi ils viennent dans mon bar? » C'était... Il n'y avait pas d'argumentation, pas de réalité derrière ce que cet individu-là avançait. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, suite à la publication du reportage sur cet aspect-là, la Commission des droits de la personne a ouvert une enquête et qu'il y a une plainte pour discrimination qui a été logée contre le bar par deux personnes, dont M. Diallo qui m'accompagnait, et il réclame 28 000 $ de compensation pour discrimination de la part du bar. Alors, ça n'a pas abouti encore, c'est encore en train d'être traité. La façon que la commission fonctionne, ils vont essayer de faire de trouver un terrain d'entente, sinon ils vont soumettre ça au tribunal. Évidemment, on va parler un peu de mes réactions, mes conclusions suite au reportage. Ça trace un portrait sombre la première vue. Ça, c'est évident. Il faut aussi tenir compte qu'un reportage comme ça, c'est un concentré. Okay? On a montré les situations qui nous semblaient problématiques, okay? Qui peut-être devraient faire l'objet d'une réflexion un peu plus poussée depuis 10 ans. Alors, je dois dire que, en général, à travers les expériences qu'on a vécues pendant ce reportage-là, on a perçu des préjugés de la discrimination, mais ce n'était pas nécessairement généralisé. En fait, moi, je dois dire que la majorité des gens, en fait, que j'ai croisés, se sont montrés autant corrects quand j'étais blanc que noir, pour la très vaste majorité. Moi, je persiste à croire qu'on vit dans une société relativement tolérante. J'en suis bien heureux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des réflexions à faire, qu'il n'y a pas des questions toujours à se poser. Mais je pense que on vit dans une société relativement tolérante. Et je tiens à préciser aussi que s'il y a de la xénophobie, des préjugés ou du racisme, ce n'est pas l'apanage des Blancs de souche. Parce que certaines des réactions dont je vous ai fait part venaient d'Asiatiques, d'Italiens, d'Espagnols, d'Hispanophones. Alors, il n'y a pas un clivage particulier quant aux gens qui ont présenté un peu des préjugés. En fait, ce que moi, ça m'a permis de constater, ce à quoi je conclus, c'est que la différence dérange. C'est la différence dérange. La différence qui inquiète, je pense que l'inconnu effraie. Quand on est en face d'une personne d'une autre origine, d'une autre ethnie, et qu'on n'a pas cette connaissance-là, je pense que ce que je percevais des réactions des gens, c'était un peu de l'incompréhension, mais aussi de l'inquiétude. Et ça, là, on ne se le cachera pas, cette réaction-là, par rapport aux Noirs, par exemple, c'est un peu inscrit dans l'imaginaire. Regardez tous les films avec des bons et des méchants. Quelle couleur est habituellement associée au costume du méchant? Pensez à Darth Vader, pensez à la couleur associée au mal, c'est noir. C'est ça, on a ça comme chaîne, comme c'est typé dans à peu près tous les films que vous pouvez retrouver. Comme je disais tout à l'heure, les réactions qu'on a, je pense qu'on vit dans une société tolérante, et les réactions, les phénomènes qu'on a observés, moi, me porte à croire qu'on a encore beaucoup de sensibilisation à faire. On a besoin de parler de la discrimination qui existe, du racisme, de la xénophobie, peu importe le terme qu'on utilise. Et ce qui me confirme cette impression-là, quand je disais tout à l'heure que c'est souvent l'inconnu qui effraie, en cours de recherche, je suis tombé sur une étude qui avait été menée par l'Université de Sherbrooke, par des gens de l'Université de Sherbrooke pour le compte de l'ONU, sur le racisme. Et ces gens-là, là-bas, à Sherbrooke, ont fait passer un questionnaire à 5000 jeunes de 12 à 15 ans au Québec. Et c'est un genre de questionnaire croisé là, avec des dizaines de questions. Et au bout du compte, les chercheurs en venaient à la conclusion que 87% des jeunes Québécois de 12 à 15 ans se classaient parmi les gens tolérants.
Et eux ont relevé 2 marqueurs qui permettaient d'illustrer comment, qu'est-ce qui définissait le plus ces gens-là qui étaient tolérants, ces jeunes-là qui étaient tolérants. Il y avait l'éducation et l'information. Ça, ils l'ont testé en demandant aux jeunes s'ils savaient qui était Nelson Mandela et Martin Luther King. Les jeunes connaissaient ces 2 individus-là qui ont fait leur marque là, dans la défense des droits civiques, avaient beaucoup plus tendance à être tolérants. L'autre marqueur, c'était le fait d'avoir côtoyé des jeunes d'autres origines. Les jeunes qui avaient été en contact avec des jeunes d'autres origines, d'autres races, étaient beaucoup plus tolérants. Et ça, c'est une étude qui se poursuit encore, qui se fait à l'échelle mondiale. Mais au Québec, c'était les conclusions auxquelles ces gens-là en venaient. Tout ça pour dire qu'on a besoin d'éducation, de sensibilisation et aussi de se côtoyer et d'en parler. Et moi, je dirais que le plus grand succès de mon reportage, pour moi, bien sûr, ça a été que ça a fait jaser. Aujourd'hui, je viens vous rencontrer, ça fait à peu près la 30e entrevue ou conférence que je donne depuis la publication de mon reportage. J'ai participé à des émissions de ligne verte ici, mais aussi loin qu'à Saskatoon, en Saskatchewan. L'histoire a fait le tour du pays. Ça a été repris sur les fils de presse, ça a été publié en anglais dans plusieurs journaux. Beaucoup de gens se sont posés des questions, en ont discuté. Je pense que moi, comme journaliste, c'est ma plus grande gratification, ma plus grande joie. D'ailleurs, au travers de ces entrevues-là, on m'a souvent demandé comment je m'étais senti lorsque je vivais ces formes de discrimination-là. Ben, je vais être bien honnête avec vous autres, je ne pouvais pas être insulté. J'étais pas noir, je ne suis pas noir, c'est pas moi qu'on expulsait du bar, c'est pas moi qu'on surveillait, c'était le personnage. Alors encore aujourd'hui, même si j'ai vécu cette expérience-là qui était fantastique pour moi, je ne peux pas dire que je sais ce que c'est d'être victime de racisme, je ne peux pas dire ce que c'est d'être noir et d'être une minorité. C'était pas le cas. C'était une expérience et quand je vivais ça, j'avais les antennes de journaliste. J'essayais de capter des situations, d'analyser des situations. Donc, c'est pas moi qu'on visait, c'est le personnage. Ce que je peux vous dire, par exemple, parce que je reviens encore à l'histoire du bar qui m'a le plus troublé, et c'est la seule expérience où j'étais en compagnie d'une personne de race noire pour faire le test. Moi, je ne me suis pas senti attaqué quand je me suis fait sortir du bar. J'étais abasourdi, mais je ne me sentais pas attaqué personnellement. Mais je pouvais sentir comment mon compagnon se sentait. Je pouvais sentir l'humiliation que lui ressentait. Même j'irais jusqu'au désespoir. C'était tellement ahurissant comme situation. Évidemment, avoir vécu ça, je ne peux pas dire que je sais ce que c'est le racisme, ce que c'est de ressentir le racisme. Ça a changé ma perception. Je peux vous dire que je ne pense plus jamais rire d'une blague à connotation raciale. Pas que je le faisais particulièrement avant, mais maintenant, je suis beaucoup plus sensible à ça. Et moi, peut-être un petit côté plus personnel, j'ai une petite fille de 7 ans. Et évidemment, j'ai travaillé de longues heures quand je faisais ce reportage-là, et un jour, il a fallu que je lui explique ce que je faisais. Et expliquer à une petite fille de 7 ans, dans des mots qu'elle peut comprendre, ce qu'est le racisme, c'est assez difficile. Et ça permet de saisir à quel point ça peut être laid. Et je pense que c'est un peu pour ça aussi qu'il y a eu autant de réactions à ce reportage-là. Ça fait 6 mois maintenant que j'ai encore des réactions de lecteurs, j'ai encore des mails, j'ai encore des téléphones parfois. J'ai eu un la semaine dernière de quelqu'un encore qui m'appelait pour m'insulter suite à ce reportage-là. Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de réactions. Il y a eu énormément de réactions. J'arrivais le matin, ma boîte vocale débordait. Mes emails entraient par dizaines. Je devrais les cataloguer, je dirais qu'à plus de 80 ou 85%, la plupart des réactions étaient favorables. Les gens ont aimé le reportage. Beaucoup de gens de la communauté noire m'ont appelé pour me dire merci d'avoir illustré ce qu'on vit au quotidien, de l'avoir montré. Beaucoup de gens, beaucoup de blancs, de lecteurs blancs, eux m'appelaient, me disaient oui, c'est intéressant, mais il y avait des bémols. J'ai vraiment eu un dialogue avec les lecteurs et c'est quelque chose que j'ai grandement apprécié. Parmi les commentaires que j'avais des lecteurs blancs, par exemple, c'était eux se plaignaient du racisme à rebours. Beaucoup m'ont appelé et m'ont dit oui, mais
Eux aussi, des fois, si on va dans leur bar ou dans leur commerce, on n'est pas tellement bien traité, puis tout ça. Peut-être qu'il y a un fond de vérité. Puis beaucoup m'ont dit que je devrais étudier ça, faire le test. Je n'ai pas mis le croix encore là-dessus, mais je cherche encore la façon d'illustrer ça. Quand on parle d'une minorité, c'est bien dur de taxer une minorité de racisme, selon moi. Il y a peut-être un autre mot qui serait plus approprié, mais pour le moment, je le cherche encore. Une autre chose qui est revenue aussi souvent et qui me semble intéressant de noter, beaucoup de gens me disaient qu'il faut faire attention de ne pas crier au racisme inutilement. Oui, il y en a. Oui, il y a des situations qu'on doit dénoncer, mais il ne faut pas nécessairement crier au loup trop vite. Et je peux vous raconter une anecdote. Moi-même, à un moment donné, j'ai presque failli tomber dans le panneau. Lors des visites des logements, à un moment donné, on est allé dans un bloc appartement sur la rue des Érables à Montréal. Et lorsque je suis arrivé là, j'attendais dans la hall d'entrée, et lorsque le propriétaire est arrivé pour me faire visiter, je lui avais parlé une demi-heure auparavant au téléphone, il se confond en excuses, il n'y a pas la clé. Il n'y a pas la clé pour me faire visiter, son concierge est parti précipitamment en vacances et il n'y a pas la clé. Mon premier réflexe, c'est de dire, il a vu que j'étais noir, il ne veut pas me louer. Ben, pendant 3 jours de temps, moi et 3 collègues différents, moi, une fois en blanc, de retour en blanc, les 3 autres collègues, on a tenté d'aller visiter le logement pendant 3 jours de temps et c'était vrai. Monsieur n'avait pas les clés. Notre première réaction était, on était convaincus que c'était un geste de discrimination de sa part et ce n'était pas le cas. Je vous parlais des réactions tout à l'heure. La majorité était favorable. J'ai aussi eu droit à une série d'insultes, d'injures, de menaces. J'ai dû être surveillant pendant quelques jours tellement ces menaces-là étaient pointues, étaient graves. Moi, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas été capables de se faire mettre le nez devant la réalité. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu des réactions aussi violentes. Il y en a de la xénophobie chez nous, il ne faut pas la nier. C'est pas généralisé, mais il y en a. Et je pense qu'il y a des gens qui ont eu un petit peu de difficulté à prendre ça. Parmi les critiques, il y en a aussi qui sont venus du milieu journalistique. Je sais qu'il y a des étudiants en communication ici, alors parlons un peu de cet aspect-là. Il y a eu des critiques qui sont venues du milieu journalistique. On reprochait plus la forme que le fond. Entre autres, je peux vous dire que la Gazette a tenté de, entre guillemets, torpiller le reportage avant même sa publication. Une journée avant qu'on commence à publier des articles, il y avait eu ce qu'on appelle un teaser. Il y avait, en page 2 du journal, il y avait une promotion qui annonçait le début du reportage le lendemain. Comme quoi, je m'étais fait transformer en noir pour essayer d'un peu de tester les réactions des gens à la région montréalaise. Alors ce matin-là, la Gazette a mis un de ses journalistes au travail pour faire des entrevues avec des leaders de la communauté noire qui, évidemment, eux aussi, eux de bonne foi, ont dit oui, c'est dommage, pourquoi ils n'ont pas pris un vrai noir pour faire ça, tout ça. Pourquoi ils n'ont pas embauché un noir, et ainsi de suite. Lorsque le journaliste de la Gazette m'a appelé pour une entrevue en me disant que là, il y avait des commentaires très durs, puis que là, on condamnait ça dans la communauté noire, là, je lui ai expliqué, oui, mais est-ce que tu leur as expliqué à ces gens-là que c'était une comparaison? Que le but de l'exercice, c'était de faire le même trajet en noir, en blanc, et de comparer les réactions, de comparer ce qu'on pouvait observer. Alors là, eux n'avaient pas saisi ça. Alors finalement, ils n'ont pas publié rien à la Gazette. Ils l'ont ignoré. Mais d'emblée, il avait essayé de torpiller ça sur la forme. Ce genre de journalisme-là, de personnification, d'infiltration, c'est quelque chose qu'on n'est peut-être pas nécessairement habitué ici au Québec. Ça fait encore beaucoup d'éclat lorsqu'il y en a. Pourtant, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus fréquemment, de façon beaucoup plus agressive. Je vous donne 2 exemples. Il y a un journaliste qui s'est fait embaucher comme gardien de prison dans le système carcéral londonien pour pouvoir prendre des photos de meurtriers d'enfants. Il a passé des semaines à l'emploi du système carcéral pour avoir l'occasion de prendre ces gens-là ce meurtrier-là en photo. Il y a aussi un autre journaliste qui s'est fait embaucher au Palais Royal de Buckingham comme domestique et il a eu accès aux chambres qui étaient réservées à l'entourage de George Bush lors d'une visite. Alors c'est un type de reportage qui est plus fréquent ailleurs qu'ici. C'est un type de journaliste
duquel on ne doit pas abuser non plus. Ça ne se paye pas à tous les types de reportages, à tous les genres de reportages, mais je pense que ça peut donner des résultats intéressants quand même. Dans le cadre de préparation de cette conférence-là, on m'a demandé de catégoriser de quel type de journaliste, dans quel type de journaliste je pouvais classer ça, mon reportage. J'ai bien de la difficulté à le faire. Par exemple, on m'a aussi demandé en cours d'entrevue si j'avais fait ça pour les Blancs ou pour les Noirs. Ni un ni l'autre, j'ai fait ça pour mes lecteurs. Moi, si je ne fais pas du journalisme engagé, je pensais qu'il y avait une situation à aller explorer. On le fait avec un moyen original, tout simplement. Je pense que ça va de soi, c'est du journalisme de terrain, une certaine forme de journalisme d'enquête. Moi, si je dois absolument catégoriser ça, je dirais que c'est du journalisme d'observation. Ce que je faisais lorsque j'étais maquillé, c'était surtout de l'observation en vue de comparaison. Et je pense que ça me ramène peut-être à un rôle primordial pour les journalistes, c'est celui d'être un observateur de la société, pas seulement un haut-parleur des dirigeants, quels qu'ils soient. Je pense que les journalistes se doivent parfois d'être des observateurs et de ramener les images de la société, même si on les aime pas toujours. C'est un reportage aussi particulier pour moi parce qu'il était très personnalisé. J'ai écrit au jeu. Beaucoup de mes textes ont été écrits au jeu. Moi, je suis de la vieille école du journalisme où le jeu était à proscrire lorsque j'ai été formé. Pour moi, ça a été un effort d'écrire ça sous cette forme-là, mais je dois dire que maintenant, je rêve de reprendre l'expérience sous une autre forme. Et on m'a aussi demandé, aux professeurs m'ont demandé de faire part un peu des autres projets d'enquête ou de recherche que je mène actuellement. Je dirais que je suis toujours à la recherche d'idées constamment. On cherche toujours à essayer de trouver des façons originales. On essaie de s'ancrer dans l'actualité toujours quand on fait des recherches. Moi, j'aime beaucoup aussi d'exploiter des sujets qui m'amènent à l'étranger. Au mois de février, j'étais en Haïti lorsque la révolution armée a commencé. Je suis allé sur les lieux mêmes où ça a débuté au Gonaïves. Je suis déjà allé en Afghanistan après la chute des talibans. Je suis allé au Salvador lors d'un tremblement de terre. Alors, j'ai une attirance particulière pour ça lorsque je ne fais pas des dossiers d'enquête ici. Plus récemment, il y a encore, je m'intéresse au phénomène des investissements pyramidaux. J'ai filtré une organisation comme ça qui recrutait des gens. J'ai demandé aux gens d'investir 3 000 $ dans l'espoir de récolter 24 000 une fois un jour au sommet de la pyramide, ce qui est une arnaque mathématiquement, ça ne peut pas fonctionner après un certain temps. J'essaye, ça fait plusieurs textes que je rédige là-dessus pour essayer de faire comprendre peut-être aux gens que ça ne fonctionne pas. Et j'ai 2 autres projets en cours. Je m'intéresse aussi au phénomène des immigrants illégaux dans la région de Montréal. Comment ces gens-là, sans papier, sans statut, font pour vivre. Ils sont confinés à la clandestinité, sont exploités de façon éhontée par certains employeurs, par certains propriétaires, par le crime organisé qui leur rend des fausses cartes d'assurance maladie. Alors, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis des semaines et je ne peux pas encore prédire quand il va aboutir parce que c'est un milieu qui est très difficile à percer parce que ces gens-là ont toujours peur d'être dénoncés et d'être expulsés du pays. Et aussi, un autre dernier sujet sur lequel j'essaie de travailler, c'est les usines à chiots. Le Québec et l'aire d'accueil des usines à chiots. Les usines à chiots, c'est des entrepôts où on entrepose 300 ou 400 chiennes et on leur fait produire des chiots en quantité pour fournir les pet shops, les animaleries de tout l'est du continent et du reste du Canada. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Oui? Tantôt, vous dites qu'il y a des menaces, mais de qui qu'il y a des menaces? Bien, moi, j'appelle ça des braves, parce qu'évidemment, c'est des gens anonymes. Et par exemple, on m'a dit qu'on m'a traité de traître à ma race. On m'a fait des insultes. On a souhaité que je me fasse descendre par un noir dans mon vie. Alors, c'est des blancs? C'est par des blancs? C'était des blancs. C'était des blancs. Je me fie à la voix. C'était des blancs. C'était des gens qui avaient des réactions épidermiques, je dirais. Probablement des racistes qui n'ont juste pas aimé. Je suppose. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas pris de se faire mettre en face que dans notre société, même si ce n'est pas généralisé, il y a des phénomènes de discrimination et de préjugés. Oui? Mais vous avez un accent français, il ne marquait pas votre accent?
Non, le seul temps où j'ai modifié ma voix lorsque j'étais maquillée, c'est lorsque je suis allé sur mon lieu de travail. Parce que là, je me doutais qu'on pourrait me reconnaître, que mes collègues pourraient me reconnaître par ma voix. Le reste du temps, je n'ai pas modifié ma voix. Ma prononciation était inévitablement un peu modifiée à cause des prothèses que j'avais dans la bouche et sur la lèvre supérieure. Mais autrement, je parlais avec mon accent québécois. La communauté noire est implantée depuis tellement longtemps au Québec. Je pense qu'il y a beaucoup qui parlent avec un accent québécois, alors je tablais là-dessus. Je voulais surtout éviter de tomber dans le ridicule. Je n'ai pas l'accent haïtien, si on veut, alors je ne voulais pas essayer d'imiter quelque chose, alors je me suis abstenu de ça. Oui? La plupart du temps, dans les journaux, souvent les vols à main armée, comme ça va être encore plus identifié des noms. C'est pas un peu gênant de travailler contre l'État en tête de penser que c'est ça qui accentue l'homosexualité par rapport à la société. Je ne suis pas sûr que je suis prêt à dire que c'est ça qui l'accentue. Je nie pas ce phénomène-là, mais je ne suis pas prêt à dire que ça l'accentue. Je dirais que maintenant, on fait un peu plus attention. À moins que ça serve l'information. S'il y a eu un vol et qu'il y a des suspects qu'on recherche, je pense que c'est un élément d'information de préciser si c'est la peau noire. Mais ce n'est pas. Pardon? C'est intéressant si c'est les beaux gars, que si c'est deux blancs qui ont 20 ans, s'il y aurait les deux, qu'est-ce que vous pensez qu'ils allaient choisir? Mettons, un crime fait par les beaux gars ou un vol à l'armée quelconque dans un détendant par les blancs? Il faut connaître comment fonctionnent les médias pour voir que c'est pas comme ça qu'on juge une nouvelle. Lorsqu'il y a une nouvelle qui arrive, là, elle est toujours en compétition avec les autres nouvelles du jour. Okay? Et c'est pas vrai qu'on va dire « Ah, c'est des Noirs qui ont fait ça, on va le jouer plus fort, on va le jouer plus gros. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. La même nouvelle, faite par le même genre de nouvelle, le même type de crime, le même type d'événement peut être traité fort différemment selon la journée. Parce que telle journée, il y avait 22 pages à remplir à l'avant du journal, puis il n'y avait pas de nouvelles. Fait qu'il y en a une qui va se retrouver à jouer avec un peu plus d'insistance. Et la journée d'après, la même nouvelle, bien, au contraire, là, il y a eu beaucoup de publicité vendue, il y a moins d'espace rédactionnel à remplir. Puis au contraire, il y a 100 nouvelles qui sont tombées en même temps. Alors, c'est pas vrai qu'on va donner plus d'importance parce que c'est des Noirs ou des ci ou des ça. Est-ce qu'on va accorder plus d'intérêt si c'est les beaux gars? Je pense que c'est pas le fait que ce soit des Noirs ou que ce soit des beaux gars. Il y a un phénomène des gangs de rue qui est en expansion, qui inquiète les gens. Les gens sont interpellés par ça. Est-ce que pour ça, on peut parfois donner plus de couverture à ça? Peut-être. Mais c'est pas le critère de base, c'est pas la race, c'est l'intérêt des lecteurs. Oui. Je m'excuse, j'ai mal compris. Ben, physiquement, je dois dire, passer une journée sans manger, avec un maquillage aussi élaboré. J'ai trouvé ça très difficile. D'ailleurs, la première fois qu'on l'a fait 2 jours de suite. Et la deuxième journée, à un moment donné, j'ai eu un malaise parce que j'étais complètement déshydraté. Et par la suite, on a dû espacer les journées où on faisait l'enquête. C'était 7 jours, mais ça n'a pas été 7 jours de suite. On les a espacés pour permettre de récupérer un peu. Et ensuite de ça, c'était au niveau professionnel, c'était de m'assurer que moi-même, ma perception n'était pas biaisée à cause de tout le stratagème qui était utilisé. Et c'est pour ça aussi que j'avais toujours un second journaliste avec moi. Lorsque j'entrais dans un commerce, 9 fois sur 10, il entrait lui aussi incognito, sous sa forme naturelle, il n'était pas maquillé, quoi que ce soit, pour que lui aussi puisse observer et pour qu'on puisse en discuter, pour que moi, lorsque je me livre mes impressions, il puisse me corriger si j'avais fait une erreur de perception. C'était de rester dans le chemin qu'on s'était tracé, des comparaisons.
qui était par dessus. Oui. Dans le fond, ce que vous dites, c'est que le racisme est vraiment dû à un manque d'information ou... Moi, je ne suis pas un spécialiste. Okay? Je ne suis pas un spécialiste, puis ça, je vous disais tantôt, c'est un concentré, c'est pas une étude sociologique. Je n'ai pas cette prétention-là. Moi, ce que je perçois de ce que j'ai vu, puis à travers des entrevues que j'ai faites avec beaucoup de gens, ce que je perçois, c'est la différence qui dérange. Et la différence, elle dérange. C'est l'inconnu qui dérange. Hein? C'est la différence, l'inconnu. Je pense que les gens qui ont côtoyé des personnes qui sont issues d'autres origines, quand on dit ensemble faire des copains, des amis, se sentent plus menacés par leur présence. Alors moi, c'est la perception que j'en ai eue. Parti le projet, je ne sais pas ce que je vais ramasser. J'ai travaillé des mois de temps et je ne sais pas ce que je vais récolter. J'aurais pu me planter. Et j'aurais pu pas avoir de nouvelles, pas avoir rien. Parce que là, on a constaté des choses qui, à notre avis, clochaient. Mais si au contraire, je passe des jours et des semaines à faire des expériences et que j'en vois pas de différence, je ne peux pas conclure. Je ne peux pas dire que parce que moi, j'en ai pas vu, il n'y en a pas. Alors, si j'en... Parce qu'il y en a des expériences qu'on a faites qui n'ont pas été concluantes. Par exemple, on nous avait dit qu'un noir qui conduit un véhicule de luxe dans certains quartiers de Montréal est beaucoup plus sujet à être intercepté par la police. Bien, un des avantages de ce reportage-là, je me suis promené une journée de temps au volant d'une belle grosse Mercedes, louée par mon patron. Je ne me suis pas fait arrêter. On l'a vu un moment donné, je suis allé manger sur la rue Sainte-Catherine en noir et en blanc. C'était pas concluant comme différence, il n'y en avait pas. On a fait des trucs comme ça. Ça aurait pu être ça, hein? Ça aurait fait ça pendant 7 jours de temps. Je n'avais pas de reportage. Alors, est-ce que ça a servi ma carrière? Ça n'y a pas nuit, mais j'ai fait d'autres reportages controversés déjà. J'ai fait de l'enquête. Ça n'a vraiment pas été une source de motivation. Complètement derrière, oui. Vous avez déjà été comme dans un coin à Bienmort, dans un coin pas mal raciste à Montréal. Puis si oui, est-ce que vous avez eu peur, comme le fond, de soit peut-être pas d'être vraiment ligoté puis blessé, tout ça, comme vous aviez du monde, là, peut-être juste voler ou accoter sur le mur, ou d'un petit coin plus sombre, là, aussi, qui ont des blancs, c'est comme power. Non, j'ai pas eu peur. Oui, on l'a tenté. On l'a tenté dans les deux sens, d'ailleurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Un coin noir en blanc? Non, dans un coin noir en noir où il y a des gangs de rue. Où moi, je ne suis pas associé à une gang de rue. Où j'ai toujours peur d'être découvert. OK? Si jamais eux s'en rendent compte que je suis un client. En tout cas, je suis allé dans Charlotte de Montréal, par exemple, dans le coin où je sais pertinemment, pour avoir déjà couvert des faits divers, où les Hells Angels sont omniprésents. Où je sais que les Hells Angels se qualifient eux-mêmes de racistes. Il n'y a pas de noirs dans leur organisation, pas de full patch. Je suis allé dans des bars qui sont contrôlés par ces organisations-là, en noir. Curieusement, j'ai été très bien servi. Il n'y a eu aucun problème. Il n'y avait pas une petite peur avant de rentrer? Comme tu sais que tu n'es pas bien accueilli. Honnêtement, non. C'est peut-être de l'inconscient. Non. Non, j'avais pas peur. Mes collègues me disaient, tu vas te faire péter la gueule. Mon boss me disait, va pas là, tu cours après le trouble. Il n'est rien arrivé. Il n'est rien arrivé. Et je vous disais qu'on l'ai fait dans l'autre sens aussi, c'est que l'été dernier, il y avait une certaine controverse dans un quartier en particulier à Saint-Michel, où, suite à certains événements, il y avait une répression policière assez serrée qui se faisait, pas toujours de façon correcte. Alors, je suis allé passer, je pense qu'il y en a quelques photos qu'on m'a donné qui roulent là-dessus, où je suis allé passer quelques soirées dans les quartiers comme ça. Souvent des interventions policières. Je voulais assister à une intervention policière et voir si on me ramassait dans l'eau uniquement parce que j'étais mort. Et finalement, les soirs où j'y étais, il ne s'est pas rien passé. Je peux vous dire que les coins sont assez fermés et que j'avais l'avocat d'une organisation, il y a une organisation à Montréal qui s'appelle le Centre de recherche action sur les relations raciales, qui défendait les gens dans ce coin-là, qui se plaignaient justement d'une certaine forme d'oppression policière. Et un des avocats de cette organisation-là, quand il a su que j'allais là, il est venu et il s'est assuré de faire passer le message que j'étais pas une menace, sans dire qui j'étais. Lui-même a cru bon de faire passer le message. Parce que des fois, tu sais, juste
c'est pas pire quand il y en a une dizaine qui viennent devant toi, mais c'est avec un gun, des fois, ça ne pardonne pas. Alors, on passe à d'autres questions. Oui. Oui, il y en avait 3 ici. Là. Oui, vas-y. Moi, je voulais juste savoir, parce que vous avez parlé au début que le Journal de Montréal voulait un article avec de l'impact. Justement, est-ce que c'était pas de faire du sensationnalisme pour avoir une meilleure visibilité, quand il n'y avait pas une meilleure visibilité, c'est vraiment qui était dépendant du marché, mais d'avoir, dans le fond, de faire parler de lui, de faire un coup d'argent avec ça. Peut-être pas pour vous, mais pour le journal en tant que tel. Quand tu publies un journal, c'est pour qu'il soit lu et acheté. L'aspect économique à ça, là, il est indissociable selon moi. Okay? C'est indissociable. Est-ce que c'est pour faire de l'impact, pour faire plus d'argent? Si tu publies un journal, c'est pour hausser ton lectorat. Est-ce que ça justifie de prendre n'importe quel moyen pour ça? Pas n'importe quel moyen, mais moi je pense qu'il y avait un impact social aussi à ce genre de reportage-là qui le justifie. Est-ce que ça justifie tout? Non. Il n'y a plus de pitoune en page 7 au Journal de Montréal depuis 25 ans. C'est un exemple, ça se justifiait pas à l'époque, ça se justifie nettement plus maintenant. Ça ne justifie pas tout. Et oui, des fois, c'est présenté sous une forme tapageuse, un peu. Moi, je travaille pour un tabloïd et je l'assume pleinement. Je n'ai aucun problème avec ça. J'écris et je fais du reportage pour être lu, pour transmettre des choses, provoquer des prises de conscience parfois. Alors, je n'ai pas de problème du tout, moi, personnellement, avec ça. Il y avait en arrière. Oui. Non, c'était pas du journalisme d'observation. Je m'excuse si je n'ai pas été clair. C'est pas du journalisme d'observation qu'on ne doit pas utiliser. C'est du journalisme où on fait appel à des subterfuges comme ça. À de l'infiltration, à du maquillage. C'est plus ça. Parce que je pense que ça ne peut pas s'appliquer pour tout. Et que trop, c'est comme pas assez. Moi, on m'a déjà demandé lors d'une conférence est-ce que je referais ça un jour, quelque chose du genre. Sûrement, mais pas avant un mot du bon bout de temps. Parce que je trouve que en faire trop, ne faire que ça, ça banalise le processus. Est-ce que ça biaise? Je ne dirais pas oui ou non, mais je pense que ça crée le risque que ça biaise. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il ne faut pas en abuser. Et quand on le fait, il faut se tracer des paramètres bien clairs. Comme nous, je le disais au début, il fallait que ce soit parfait comme maquillage. On a fait des tests et j'avais toujours un collègue pour pouvoir comparer, mesurer les observations que je faisais, les réactions que je percevais. Alors, il faut mettre des garde-fous. Alors, il y avait Robert, après ça, toi. Moi, si vous connaissez peut-être le Turc, oui. Un journaliste allemand qui s'était déguisé en Turc et qui avait travaillé dans des usines en Allemagne, etc., et qui avait produit, lui, c'était pas des articles, un livre. Un livre, et à la suite de ça, il était obligé de s'exiler de l'Allemagne parce que les Allemands voulaient lui faire la peau. Ce qu'il a découvert, c'est un peu ça, le racisme allemand, la discrimination que les Allemands avaient développé à l'égard des Turcs là-bas. Je pense que la société québécoise est quand même assez tolérante. Vous êtes assis ici aujourd'hui, on vous aime encore très bien dans notre société. Malgré le fait qu'on dénonce des formes de racisme, sans les avoir bien comme ça, mettre le doigt sur des bobos. De cette façon-là, c'est pas toujours agréable de se le faire dire, de se le faire monter. Donc, je trouve ça intéressant. C'est sûr. Ça revient à ce que je disais, moi je pense qu'on est dans une société tolérante. Elle n'est pas parfaite, mais elle est plutôt tolérante, effectivement, par rapport à ce qui s'est passé en Allemagne, et aussi à ce qui s'est passé à John Howard Griffin, qui avait fait une expérience de se faire transformer en noir en 1959 dans le sud des États-Unis. Lui aussi a dû déménager à l'époque pour éviter d'être lynché, mais on sait quelle était la situation dans le sud des États-Unis à cette époque-là. Alors, toi, Vous avez parlé de l'origine tout à l'heure. Ah, OK. L'origine de votre travail, votre reportage, c'est un événement précis.
Comme ça, c'est une rencontre de... je travaille dans une équipe de polyvalents. Comme je disais tantôt, on n'a pas de champ de couverture précis. On est libre. Alors, on doit trouver nos idées. Moi, par exemple, je travaille 4 jours semaine. J'ai une journée par semaine que je dois dédier à l'actualité quotidienne, là, que je suis au service de l'actualité quotidienne. Et le reste du temps, je dois me trouver des idées, je dois me trouver des sujets. Et ce qu'on fait, entre autres choses, moi et mes collègues, on est une équipe de 4 polyvalents qui ont cette tâche-là. Souvent, on se réunit. Et des fois, ça vire à la folie. Là. On essaie de lancer des idées, des trucs qui seraient intéressants à fouiller. Et l'idée est venue de là. Même à l'origine, on devait le faire en 3 phases. On voulait comparer blanc, arabe et noir. Mais c'était tellement lourd à réaliser comme reportage au niveau logistique. Et ça prenait tellement de temps que finalement, on est à la conclusion qu'on faisait seulement blanc comparé noir comparé à blanc. Mais c'est ça, le point de départ, c'est ça. On regarde l'actualité, on jase. Il y a une recrudescence d'actes de discrimination envers les gens de descendance arabe. On dit oui, ici, qu'est-ce que c'est? Oui, il doit en avoir aussi. Oui, mais les minorités visibles aussi doivent encore vivre ça, même si on ne les a pas associés nécessairement aux attentats terroristes. Et c'est ça, c'est une boule de neige qui fait que des fois, on a une étincelle qui dit « Et si on faisait ça? » Et là, je serais bien en peine de vous dire qui de mes collègues ou de moi a eu l'idée de départ. Je peux juste m'attribuer la paternité d'avoir eu la dernière étincelle qui a mis le processus en marche. Mon patron me dit vérifie donc si ça se fait. Et là, ça m'a pris 3 mois avant de trouver un maquillage pour le faire. Une autre question aussi. Pourquoi c'est un peu ironique le fait que les Noirs, l'amour est fort depuis des années, que justement, on entend sur la vie de nos jours, c'est celui que vous, en tant que blanc, vous avez l'expérience pour le public, et ensuite le publié, vous n'avez pas pensé juste le publier avant? Parce que la situation était là en soi. Oui, mais je vais vous donner un bon exemple. Bien clair. J'aurais fait 50 entrevues avec des gens des minorités visibles à Montréal qui se disent victimes de racisme, de discrimination. J'aurais publié ça dans le journal, je peux vous dire que je ne serais pas ici aujourd'hui. Ça n'aurait pas provoqué de discussion, ça n'aurait pas provoqué de réaction, ça n'aurait pas été pris à travers le Canada. On n'en aura pas parlé sous les limites à Saskatoon. Est-ce que c'est ironique ou non? Peut-être que ça démontre qu'effectivement, il y a encore de la sensibilisation à faire si on n'accorde plus de crédibilité à ce reportage-là qu'à une simple entrevue avec une personne qui est vraiment victime de racisme. Je vous l'accorde, mais je pense que si on veut attirer l'attention sur ce phénomène-là, c'est pas justifié dans les circonstances. Oui. Il y avait quelqu'un en arrière, que la personne en arrière maintient sa question? Non? Je voulais savoir, est-ce que vous pensez que les Québécois sont tolérants justement parce qu'ils se sentent un peu menacés par comme un afflux d'immigration, puis toutes les différentes cultures qui revendiquent leur droit d'avoir des sages imprimer, ils revendiquent toutes sortes d'affaires, ils revendiquent qu'on enlève nos crucifix dans les palais de justice. Je sais pas, pensez-vous que le Québec est menacé justement par ça? Menacé, je ne peux pas me prononcer sur ce qui est menacé. Je ne suis pas un sociologue, je suis un simple journaliste. Si vous me demandez si ça peut expliquer un peu pourquoi certains phénomènes d'intolérance, je pense que oui. Je pense qu'il y a des gens qui se sentent menacés par ça, par l'arrivée massive de l'immigration depuis 20 ou 30 ans. Je pense que oui, il y a des gens qui se sentent menacés parce que ça modifie leur identité. Et je pense qu'ils se sentent menacés. De plus en plus aussi parce que les gens qui arrivent ont des revendications aussi, qui sont souvent légitimes. Des fois, on peut les questionner, mais il y en a qui sont légitimes aussi et ça peut provoquer certaines réticences. Oui. C'est peut-être plus personnel comme question, mais après avoir fait cette expérience-là, est-ce que ça vous a fait réaliser que même vous en faisiez inconsciemment de la discrimination envers le Noirs? Je me suis rendu compte que ça pouvait m'arriver. Oui, je ne suis pas l'intention de me présenter comme un pur. Comme je disais, j'ai découvert des blagues douteuses parfois. Oui, tout à fait. Ça provoque une prise de conscience personnelle. C'est inévitable. C'est sûr. Oui. Je voulais vous demander comment ça a été décidé que ça allait être vous, justement, qui allait entrer dans la peau d'une personne de couleur noire?
Ben, parce que j'ai un patron qui a la merveilleuse habitude de dire celui qui le propose, celui qui le fait. Alors, c'est ça qui fait que c'est souvent moi qui vais à l'étranger, dans des reportages à l'étranger, parce que c'est moi qui les propose. Et même chose pour ça, c'est moi qui ai eu la dernière étincelle pour proposer qu'on le fasse sous cette forme-là. Il m'a dit, OK, vérifie si ça se fait. J'ai cherché, j'ai demandé des budgets, et c'est moi qui l'ai fait, parce que c'est moi qui l'ai planifié, c'est moi qui tout simplement. Pourquoi vous dites que ça vient pour moi avant de vous ouvrir le maquillage? Parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir réaliser. C'est un exploit technique en soi. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de maquilleurs qui pourraient sans doute le faire pour la caméra. Comme il y a eu des films bien connus. Mais comme je disais tout à l'heure, ce que mon maquilleur, je vous rapporte ce que mon maquilleur m'expliquait, c'est que la prothèse qui est collée ici, s'il y a des cols en cours de tournage, c'est pas compliqué. Couper, on recule, on le recolle, puis on part. Si je suis dans un commerce en train de présenter une demande d'emploi, puis le côté, ici, mon expérience est foutue. Je ne peux pas tabler là-dessus. Je ne peux pas penser tirer une conclusion de ça, parce que ça va avoir faussé la donnée. Alors, il n'y avait aucune place à l'erreur. C'est pour ça que j'étais collé à ce point-là. Pour un maquillage du cinéma, souvent, on va seulement mettre du fard. Là, c'était de la colle. Ma peau, là, quand j'avais les bras noirs, on pouvait frotter comme ça ne bougeait pas. C'était là. Alors, c'est ça, ça a pris 3 mois pour ça, parce que ça me prenait quelqu'un. J'avais trouvé un premier maquilleur qui s'est désisté devant l'ampleur de la tâche à un moment donné. Et ça a pris un jeune fou, un peu, qui était willing d'embarquer dans un truc controversé. Et c'était un petit génie du maquillage sur qui je suis tombé, qui est devenu un ami. Alors oui, ici. Je voudrais savoir si vous parlez d'être journaliste. Quand vous travaillez au journal de le genre de Montréal, si ça avait été un noir qui aurait fait la même démarche que vous, est-ce que vous pensez que ça aurait eu autant d'ampleur que dans l'année que vous êtes dedans? Qui aurait fait la démarche de se déguiser en blanc? Oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'il y a deux trucs qui ont provoqué cet impact-là. Évidemment, il y a le côté cosmétique, là, on s'en cachera pas. Là. Le fait de se faire transformer, que je ne sois capable de berner mes proches, mes parents, mon patron et tous les gens que j'ai croisés, des centaines, en tout cas plusieurs centaines de gens que j'ai croisés sur la rue. Ça, c'est un aspect qui a attiré l'attention, mais il y a aussi l'aspect comparatif qui est venu mettre le contenu, selon moi, qui est venu fournir la réflexion. Puis je pense que oui, si ça avait été un noir transformé en blanc, qui aurait fait la même démarche, je pense que ça aurait porté autant, puis peut-être plus. Peut-être plus, puis peut-être que ça aurait été bon. En faisant la comparaison, comme ça, la question de crédibilité dont une personne me parlait tantôt serait plus en temps de compte. Oui. Est-ce que ça vous est arrivé que votre maquillage a décollé pendant que vous étiez en discussion avec un noir, puis la réaction change? Non, c'est jamais arrivé en cours d'observation, en cours d'opération sur le terrain que le maquillage me trahisse. C'est jamais arrivé que quelqu'un me dise tu maquillé ou il y a quelque chose de bizarre. C'est jamais arrivé. Mais comme je disais tout à l'heure, nous, on fonctionnait avec une camionnette. Et dans la camionnette, à chaque fois, avant même qu'on ouvre la porte, que je mette le pied dehors, le maquilleur me regardait du bout des ongles, au bout des cheveux. Il faisait toutes les retouches. C'était assez astreignant, c'était embêtant même, mais c'est jamais arrivé grâce à lui. Parce en fait, il y a une fois où on a eu un petit peu de difficulté avec le maquillage, puisqu'on a fait en arrêté. On est allé l'enlever. Parce qu'une fois, il faisait trop chaud, puis il y a une bulle qui a commencé à apparaître sur une narine, là, parce qu'il y avait de la sueur qui se ramassait là. Alors, le maquilleur a fait un trou, on a vidé, on a continué, puis quand ça s'est représenté, on a décidé d'arrêter. Justement, on n'a plus aucune chance que le maquillage baisse. D'autres questions? Votre témoignage et surtout la réalité de l'intérieur. Alors, on vous remercie beaucoup. Merci.